Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a abordé ce matin un sujet scientifique sur le vaporisateur personnel. Maintenant, on va repartir un petit peu dans un sujet un petit peu plus économique. Alors, même si les choses ne sont pas forcément séparées quand on parle de la cigarette électronique comme ça, la politique, l'économie, la science, tout ça est bien entremêlé. Il y a un mot qu'on retrouve souvent dans le discours des vapoteurs et des professionnels, c'est le mot Big Tobacco, et c'est aussi celui de Big Pharma, et pourquoi pas celui aussi de Big e-cig. Alors en fait, derrière ces mots, on peut soit penser que c'est un mythe, on peut penser que c'est une réalité, certains ont des idées claires sur ces enjeux économiques, d'autres c'est un petit peu plus flou. On a quand même des éléments assez concrets pour évaluer la réalité de ces deux marchés. La chose est sûre, c'est que les cigarettes, aujourd'hui, met les pieds dans le plat. On a une industrie du tabac qui est extrêmement bien posée, qui vend ses produits depuis longtemps, même s'il y a des fluctuations dans leur croissance et dans leur développement. C'est une industrie qui est bien implantée. Et puis aussi celle de la pharmacie, je pense notamment, principalement aux substituts nicotiniques. Donc aujourd'hui, les cigarettes arrivent au milieu et bouleversent un petit peu cet ordre établi, ces grosses forces économiques. Alors on va aujourd'hui accueillir, alors il y a 4 personnes autour de moi, enfin 5 plus un traducteur. J'ai à ma gauche une personne que vous connaissez peut-être déjà, qui est le président de la FIVAP, Arnaud Dumas de Roli. Donc la FIVAP qui est la Fédération interprofessionnelle de la vape, qui représente donc des professionnels de l'e-cigarette ici en France. On a aussi Jean-Philippe Planchon, donc qui vient ici représenter la société Joytech. Alors c'est un grand nom de l'industrie de l'e-cigarette, Joytech. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. On a aussi un autre grand nom de l'industrie qui est Kangertech. Donc là on accueille Linda Wang aussi, qui est ici présente. Et puis on a aussi un autre grand nom qui est la société Dekang, qui fabrique du liquide et qui est représenté ici par Jackie. Alors je dis Jackie parce que j'ai du mal à prononcer malheureusement son nom de famille, mais j'espère qu'il m'en excusera. Alors ce que je vais avant tout leur demander de faire, c'est de nous raconter un petit peu leur histoire, comment ils en sont arrivés là, de quelle proportion parle-t-on quand on nomme ces grands noms de l'industrie de l'e-cigarette. Donc je ne sais pas si je pense que Jean-Philippe peut-être pourra commencer. Jean-Philippe Planchon, donc de la marque Joytech, qui va nous raconter un petit peu l'histoire de cette société et sa situation aujourd'hui. Merci. Bonjour. Ça va. Donc je vous ai présenté une petite présentation sur société Joytech que je vais relier à l'innovation, le sujet d'aujourd'hui, et puis conclure sur notre ressenti par rapport au fameux Big Tobacco et l'industrie pharmaceutique. Donc, vous voyez ici la planète Joytech, qui a été créée fin 2007, et puis tous les produits qu'on a développés. Notre histoire, ce sont vraiment nos produits. Nous sommes vraiment fiers. Donc, quand on parle d'innovation, on s'est créé, développé, et on espère avoir un développement pérenne grâce à l'innovation et nos produits. Le reste, ça ne compte pas. Donc, que veut dire l'innovation? Ce n'est pas seulement pour Joytech, c'est aussi, je le vois, pour tous les exposants, tous les acteurs professionnels ici. C'est d'abord avoir un produit simple, ergonomique, qui réponde aux besoins du client. C'est très important. On s'adapte au client. Le deuxième point, c'est le côté high-tech. Donc, on met toutes les technologies connues à disposition du client pour pouvoir un meilleur vapotage, une meilleure expérience. Et puis, le troisième point aussi, c'est d'avoir des produits qui en jettent, avoir du beau design, parce que c'est important, comme les téléphones portables, comme un ordinateur, comme une voiture. On travaille également beaucoup sur le design. Donc, en quelques mots, pour vous présenter Joytech, donc le siège est basé à Changzhou. Dans Changzhou, c'est à côté de Shanghai. Donc, si vous y allez en train, c'est 1 heure, en voiture, c'est au moins 3 heures.
200 personnes sont au siège, donc ça comprend tout ce qui est la direction, direction commerciale, marketing, le design, la R&D. Et on a également un centre, une unité de production spéciale pour les nouveaux produits. Parce que si, comment dire, on essaye d'innover et de protéger au maximum nos nouvelles innovations, loin du cœur de Shenzhen, puisqu'il y a beaucoup de copies il y a beaucoup de copies sur le marché. Voilà. La production donc, de cigarettes électroniques se fait à Shenzhen. Donc on est ISO 9001, c'est important, et ça représente à peu près 1500 personnes. Il n'y a pas d'innovation sans qualité. Donc la qualité, c'est notre leitmotiv. Si on avait deux mots, c'est l'innovation et la qualité. La qualité et l'innovation. Et quand on parle d'innovation, je pense que c'est complètement lié. Donc on a des laboratoires de qualité, bien entendu. On en a plusieurs, un peu comme chez Ikea, où une espèce de bouton pressoir qui va tester 150 000 fois si le bouton il fonctionne bien. On prend une cigarette, on la fait tomber, il y a des chocs thermiques, il y a résistance à l'abrasion. Donc on a tout un tas de tests qui sont réalisés sur une cigarette électronique. Toujours dans l'exigence de qualité, il y a des points qui ne pardonnent pas et sur lesquels on va avoir la maîtrise complète. C'est l'exemple des chargeurs où on avait un fournisseur, on estimait qu'il n'était pas suffisamment qualitatif. Donc on l'a racheté et on l'a fait monter en qualité pour bien maîtriser cette partie-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple des affaires des iPhones qui ont pris feu ou qui ont surchauffé. Ça peut arriver au meilleur. Si ça arrive à Apple, ça peut arriver également à nous. Donc il y a certains points sur lesquels on ne transige pas. Nous produisons également des liquides. Donc en Chine, on a un gros producteur comme Dekang. Là également, c'est un point très 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 important sur l'innovation, puisqu'il y a une interaction très très forte entre le liquide et le matériel. On ne peut pas innover sur le matériel sans avoir une bonne connaissance de liquide et vice-versa. Là encore, on a des laboratoires, on a des spécialistes, des nez qui conçoivent nos liquides, mais qui étudient l'interaction également avec notre matériel. Enfin, on peut innover, on peut produire, mais si on n'arrive pas à porter correctement le produit sur le marché, ça ne va pas aller très très loin. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'implanter en propre, donc notamment en France. Donc nous sommes présents avec un stock dans la région parisienne, mais également aux États-Unis, en Allemagne et en Espagne. Donc, encore une fois, c'est pour mieux connaître le marché, parce que comment innover si on ne connaît pas le marché, c'est un peu compliqué. On reste dans sa tour d'ivoire en Chine, on est quand même très très loin des consommateurs, donc ils ont besoin d'avoir un retour qui soit proche. Comment innover aussi si on n'a pas une marque forte? Aujourd'hui, il faut qu'on soit présent. Avant notre arrivée, il y avait des faux Joyetech, il y avait des fausses marques. Je pense que aussi mes collègues subissent les mêmes problèmes. Donc si on veut proposer sur le marché des produits innovants, de qualité, et qu'on continue à investir, parce qu'on investit énormément d'argent dans ces produits-là, il faut qu'on puisse garantir cette traçabilité auprès de nos clients. C'est très important. Et dernier point, pour redonner mon ressenti sur l'innovation et le comportement entre le Big E-Cig et puis l'industrie du tabac et pharmaceutique. Alors j'ai fait exprès de le mettre dans la même bulle, l'industrie du tabac et pharmaceutique. Pour moi, ils ont les mêmes enjeux, le même comportement, la même volonté et la même façon d'agir sur le marché. Donc si on prend déjà le comportement des acteurs, du côté E-Cig, on est des personnes qui sont passionnées. On voit bien tout autour de nous, toute l'ingéniosité, toutes les créations qui ont été faites. Et puis il ne faut pas oublier que le marché de la e-cig, au prime abord, ça n'a jamais été un produit purement marketing. Ça a été fait par le consommateur. C'est le consommateur, c'est les passionnés qui ont fait le produit, et pas l'inverse. Si on compare par rapport à l'industrie du tabac et de la pharmacie, là on a une vision plus analytique, plus froide. On est plus dans le business, on est beaucoup moins dans la passion.
ce que j'ai marqué, un business model, c'est-à-dire qu'on veut reproduire, s'assurer la pérennité du business model qu'on a déjà depuis des décennies, et on ne veut pas que ça bouge. Surtout pas, parce qu'on est très bien comme ça, on gagne très bien de l'argent, et tout est carré. Jean-Philippe, une question sur le développement aujourd'hui de votre société. Quel est le taux de croissance que vous vivez à l'heure actuelle? J'imagine qu'au début, les courbes ont dû complètement exploser. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à une sorte de stabilisation du marché, ou est-ce que vous êtes en perpétuel développement? Alors, on est en perpétuel développement. On a travaillé sur la courbe, parce que la courbe était trop raide. Et on ne peut pas assurer un bon service. On ne peut pas assurer une bonne innovation, une bonne qualité, si on ne maîtrise pas notre croissance. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc bien sûr, on a toujours une très très bonne croissance, à 2 chiffres, mais on va dire on la contrôle. On veut qu'elle soit durable et harmonieuse. Si on est présent en France, on investit sur du long terme. D'accord. Je vous laisse continuer peut-être. Oui. Ce que je vois pas seulement le Joytech, mais de tous les professionnels ici, on a une démarche qui est plus centrée aussi sur le consommateur, ses attentes. On voit le consommateur, pour la cigarette, dans le monde de la cigarette électronique, il a le choix. Il a une liberté, il a une alternative. On ne lui impose pas un modèle économique. S'il n'est pas content, il va voir une autre marque. S'il n'est pas content, il va en voir une autre. Il y a plein de systèmes, il y a plein de liquides qui sont créés. Donc il a un véritable choix. Contrairement à l'industrie pharmaceutique et du tabac, où on va imposer, on va favoriser l'addiction, c'est un autre modèle économique. On est complètement dans notre espace. Et le dernier point, j'aimerais bien voir les points parce que je m'en souviens plus. Le dernier point, oui. On investit énormément sur le produit. Donc investir, c'est de l'argent, mais en regard du big tobacco ou de la pharmaceutique, bien sûr c'est modeste, mais en regard du chiffre d'affaires que l'on fait, en regard de notre industrie, c'est énorme. Je parle de l'argent, mais c'est du coût, mais également je vois la passion du temps passé. Donc quand on parle de notre industrie par rapport à l'innovation comparée à l'industrie pharmaceutique et au tabac, on est complètement antinomique sur l'investissement. Eux, ils vont investir, ces investisseurs financiers. C'est-à-dire que si demain, ils veulent arriver sur le marché, eh ben, ils vont racheter, ils vont mettre le paquet. Mais ils ne seront pas du tout sur l'innovation. Tout ça pour dire que je pense que j'en suis même convaincu, que la guerre, que le jeu ne se joue pas sur l'innovation. Elle ne se jouera pas là-dessus. Elle se jouera sur un rapport de force, sur le réglementaire. Et ben, entre nous, même si on a beaucoup de choses à apporter, si tout le monde est convaincu, et même les consommateurs sont convaincus qu'on a des produits qui sont sains, qu'on est au service du consommateur et qu'on apporte une avancée sur le marché, et ben, j'ai peur que ça ne suffise peut-être pas. Voilà. Donc pour moi, le sujet n'est clairement pas sur l'innovation. On est innovant, eux ne le sont pas. Par nature, par histoire, on est différents. Voilà. Donc, avant de passer à l'histoire des autres sociétés, d'après ce que je vois, j'ai l'impression que l'industrie de l'e-cigarette, finalement, s'inspire énormément de l'industrie du tabac et de la pharmacie, au sens où pharmaceutique, on connaît tous les qualités USP du propylène, de la glycérine, la pureté de la nicotine, la qualité des arômes aussi, qui viennent probablement des fois de l'industrie du cosmétique. Au niveau du tabac, il y a aussi des démarches marketing, puisque le tabac, évidemment, a utilisé beaucoup de méthodes marketing différentes. Au niveau du réseau de distribution, au niveau des approches du marché, finalement, est-ce que ce que vous dites, c'est que la différence crucial qui pourrait maintenir cette séparation entre ces 3 grosses entités, c'est cette dimension sociale, c'est cet amour pour le métier, cette communication qui se passe entre les vapoteurs, les clients, les fournisseurs, les fabricants, ce retour perpétuel et cette boucle sans fin qui est en train de se faire aujourd'hui. Et le produit est né de cette relation qui existe entre le consommateur et les fabricants. Est-ce que ce que vous dites, c'est que finalement, c'est ce qui sauvera peut-être cette industrie et ce qui fait sa force? Oui, tout à fait, ça fait sa force. Après, je suis très pragmatique et moi aussi j'observe, comme la pharmacie et le tabac. J'attends de voir, encore une fois.
on a des avantages, on apporte une valeur ajoutée vraiment conséquente pour le consommateur. On a tous à gagner à continuer comme ça, à avoir aussi... Il y aura des gros du domaine des cigarettes, comme nous, mais aussi comme des fournisseurs de liquide. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on garde le côté artisan. Moi, je ne vois pas avoir que deux sociétés qui fassent du liquide, par exemple, et qui arrosent tout le monde entier. Enfin, j'exagère, mais ça peut être ça, hein, avec, si c'est dans l'industrie pharmaceutique ou du tabac. Et puis finalement, on arrive dans un monde complètement aseptisé. On n'a pas le choix entre les goûts. Et puis un peu pour... comment dire, pour essayer de développer un peu comme l'œnologie, ce que disait hier Charlie. Moi, j'aime bien ce lien. Donc, essayer qu'on puisse exprimer, qu'on puisse développer des saveurs, des nouveaux modes. Et moi, j'ai peur qu'on aseptise le marché, qu'on le ferme et qu'on le clôt complètement. Voilà, ça, c'est un risque. Alors, Jackie de la société Dekang. Alors, Dekang, c'est un fabricant de liquide très connu qui distribue ses produits un peu partout dans le monde. Je parlais tout à l'heure de l'analogie avec l'industrie pharmaceutique, les qualités des produits. J'imagine que Dekang est très sensible à la qualité de ses produits, à la pureté de ses ingrédients et au processus de fabrication. Vous, dans votre histoire économique, industrielle, puisqu'on parle aujourd'hui d'industrie, comment vous percevez ce marché, cette dichotomie Big Tobacco, Big Pharma? Est-ce que vous considérez à part? Et quelle est un petit peu votre histoire, vous, dans cette économie? In terms of... Donc, pour ce qui est des sociétés, eh bien, je pense qu'on peut voir la situation de deux façons différentes. Donc, il y a d'abord un bon point, c'est-à-dire qu'il y a une formation pour le consommateur. Et donc, ce n'est pas facile de le faire. Il faut apprendre, n'est-ce pas, l'existence de la cigarette électronique et de son excellence. Et donc, on doit être ravi de cela parce que il y a personne d'autre qui le fait. Et puis ensuite, en fin de compte, on est des sociétés, disons, de dimension moyenne, et on devrait réaliser le fait qu'on est même, comment dirais-je, à l'avance. On est vraiment à l'avance par rapport à l'éducation pour le consommateur, sur les goûts, les saveurs, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de goûts. Il y en a 3, 4 maximum, ou de saveurs. Donc, voilà pourquoi aussi, le plus tôt, disons, les différentes parties prenantes ont essayé de rentrer le plus possible sur le marché en réalisant la pression qu'il y avait. Et donc, il fallait éduquer, en fin de compte, nos propres consommateurs. Et ça, c'était bien. C'était très important à faire. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a différentes... comment dire, il n'y a pas que Pepsi-Cola ou Coca-Cola qui va dominer le marché. Parce que, là encore, il faut voir l'argent qui est considéré et qui est dédié à ça. Et donc, je voudrais ici souligner le terme éducation. L'éducation, c'est le terme fondamental ici. C'est la seule façon de gagner, c'est grâce à l'éducation. Donc, on ne va pas gagner d'une autre façon. Ce n'est pas possible. Et donc, on va survivre, c'est évident, que ce soit dans les différentes sociétés, compagnies moyennes ou plus grandes, au niveau des produits liés au tabac. Eh bien, il y a différentes sociétés qui peuvent exister. Donc, s'il vous plaît, donnez de l'importance aux saveurs et ne soyez pas pessimiste. C'est important d'être optimiste. De Dekang, c'est qu'on se rende compte un petit peu de la taille de la société. C'est combien de personnes employées, c'est combien d'hectolitres de e-liquide. Si on peut arriver à replacer votre société au milieu des gros rouleaux compresseurs de l'industrie pharmaceutique et du tabac, est-ce que vous, comme Joyetech ou Kanger à côté, qu'on va entendre tout à l'heure, vous vous considérez comme des petites miettes ou une part conséquente du gâteau, j'ai envie de dire? Alors, pour ce qui est de tout ce qui est des fournisseurs, on est très important, et même les plus importants jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année 2008 d'ailleurs. Avec les autres, on est à plus ou moins, on est arrivé à 70% du pourcentage donc de présence. Et puis, en 2003, on a
on avait été considéré comme une société pharmaceutique et donc à partir du moment où on avait laissé le monde de la cosmétique par exemple, et après, donc en 2005, il y avait des pionniers qui sont arrivés au niveau de l'e-cigarette et qui nous ont dit, bon, vous travaillez avec les sociétés pharmaceutiques ou de tabac, et donc il va falloir se concentrer sur le marché de la e-cigarette. Donc en 2006, on a inventé un modèle, une nouvelle formule de e-liquide. Donc, en fin de compte, c'est un aspect qui est le plus moderne jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Et ce qui est d'ailleurs le plus important. Donc, en termes, comme je le disais, en tant que fournisseur, on est les plus importants, ça c'est évident. Et voilà, je pense qu'on en arrive à une vente de à fournir 70% de compagnies, de sociétés en Chine. Et ça, tous les noms que vous avez dans la tête, comme Blue ou d'autres, eh bien, on n'est pas fournisseur pour les sociétés, pour les grandes sociétés de tabac. Voilà. Merci, donc j'en ai conclu. Avant de repartir sur les questions un petit peu plus politiques, lobby et les questions industrielles avec Arnaud, on va donner la parole à la représentante de la direction de Kanger Tech, Linda Wang. Si vous voulez bien nous expliquer un petit peu l'historique de votre société, parce que Kanger Tech est, comme Joyetech, un nom très connu. Comment vous avez commencé? Quelle est la croissance que vous avez vécue jusqu'à présent? Et quelle est la situation aujourd'hui? Comment vous voyez, vous, votre marché de votre point de vue? Elle est désolée déjà qu'elle ne parle pas l'anglais, donc elle va parler en chinois. Et que oui, d'accord. Mon français n'est pas très bon non plus. D'accord, ok. Donc monsieur sera le traducteur. 先生们、女士们，下午好。我是康尔的那个老板。 Je suis la patronne de Kanger. 很荣幸今天下午能在这个舞台上给大家讲一下康尔的介绍。Je suis très content que j'ai la chance de venir présenter Kanger devant vous. 康尔是一个品牌，它成长了有9年。它是一个专业。 制造研发。Kanger est une marque. Nous avons commencé depuis aux e-cigarettes depuis 9 ans. 康尔目前有3800人员。Actuellement, notre société a plus de 3800 personnels. 因为我们的厂房有3万多平米，目前。Notre usine a plus de 30 000 mètres carrés. 是一个研发、创新、环保、健康、时尚的一个品牌公司。C'est une société d'innovation, écologie et technologie et design. 目前康尔这个品牌在欧美市场已经打开了。Actuellement, le marché de l'Amérique, nous avons notre propre marché en Amérique. 我们主要销售是美国、德国、法国、意大利、荷兰。Actuellement, notre marché, c'est l'Amérique, français, Italie, 荷兰。Hollande. 康尔里面有强大的研发团队，我们主要是研发、制造、生产还有品质体系的一个完整的团队。Nous avons une équipe de techniciens d'innovation et de recherche pour tout ce qui est clairomiseur. Aujourd'hui, là, vous êtes donc dans une position dominante dans le marché, comme d'autres marques. Est-ce que vous êtes inquiète pour le développement de votre société? 你会不会担心？现在你是一个很大的工厂，会不会担心以后的市场？我不会，因为我们康尔有独特的技术。
在市场上是很有占有力的。 Non, ne sommes pas inquiets car Kang innove beaucoup sur ce marché-là. D'accord. Donc, si je comprends bien, je reviens un petit peu sur les propos de Jean-Philippe tout à l'heure et même celui de Jackie. La force de l'industrie de l'e-cigarette aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de se dessiner. C'est cette innovation constante et c'est cette distance très courte qui sépare le consommateur et le fabricant. Parce qu'on sait très bien que, par exemple, dans les marques comme chez les vôtres, l'innovation est constante. Il y a toujours un cléromiseur qui sort toutes les semaines. C'est un retour perpétuel vers le consommateur. On attend le retour, le feedback des consommateurs. On parlera demain des reviewers, ces gens qui passent leur temps à tester les produits et puis finalement, hop, ça repart en usine. Il y a une souplesse et une rapidité d'exécution qui est très très forte chez vous, industriels. Donc, pour revenir, ma question de l'inquiétude, en fait, elle était évidemment calculée. C'est que on parle de Big Tobacco aujourd'hui. On sait très bien quand même qu'il y a un intérêt grandissant de cette industrie pour l'e-cigarette. Alors, il y a des attaques ou en tout cas des entrées en marché sur le plan politique. On va en parler avec Arnaud au niveau de la TPD. On va essayer de comprendre pourquoi cette directive sur les produits du tabac pourrait favoriser l'industrie du tabac. Il y a des innovations industrielles de l'industrie du tabac. On a vu des modèles comme Vuse, Vipe, Mark 10 de chez Philip Morris. On a vu des rachats de sociétés d'e-cigarettes. Je pense à Blue, à SkySig, à Green Smoke. On a vu la BAT, on a vu L'Oréal, on a vu Imperial Tobacco, beaucoup d'acteurs du tabac arrivent sur le marché de manière très très rapide avec des armes assez conséquentes. Et puis on a aussi des entrées sur le marché au niveau légal. Alors là, je pense notamment à Imperial Tobacco qui a racheté récemment, alors la somme annoncée c'était 75 millions de dollars, les brevets, les 4 brevets de OnClick, le père de l'e-cigarette au niveau industriel, en tout cas la première e-cigarette mise sur le marché en 2003. Arnaud, quand on dit aujourd'hui que la directive sur les produits du tabac, telle qu'elle est en train d'être conçue, favoriserait l'industrie du tabac, qu'est-ce qu'on entend par là? Quelles sont les raisons de cette crainte? Alors, pour la partie donc TPD et toute la réglementation qui a été joyeusement inventée par nos instances européennes, ce qui se passe, c'est que on limite justement cette innovation. Cette directive tabac va limiter l'utilité pour les vapoteurs des produits. On va limiter par exemple tout ce qui est voltage variable, tout ce qui est watt variable. On va introduire des phases de test, des phases d'études qui vont coûter de l'argent. Cet argent, Big Tobacco, Big Pharma l'ont. Nous, en tant que professionnels de la cigarette électronique, nous n'avons pas les budgets qu'ont ces industriels. Cette directive va permettre de prendre le scope de la cigarette électronique qui est large comme ça, le rendre étroit comme ça, et tous les flux financiers vont y passer. Et comme disaient tout à l'heure mes collègues, on a vraiment des problèmes d'innovation et de diversification des produits qu'on n'aura plus à cause de ça. Donc j'ai envie de citer Jean-François Etter qu'on a reçu ce matin quand il dit dans son livre que finalement la plus grosse menace qui pèse sur les cigarettes, c'est pas son profil toxicologique, c'est pas la manière dont on en parle, etc. C'est la manière dont on va réguler ce produit. Donc plus on va lui donner des freins, plus on va demander aux fabricants d'être très très précis et d'annoncer des mois à l'avance leur type de production, quels produits vont-ils mettre sur le marché, quand on va leur demander de coller à des standards bien spécifiques, etc. De cette manière-là, on va favoriser, ce que vous êtes en train de dire, les acteurs qui sont déjà très très bien implantés dans ce type de processus, dans ce type de méthode, qui ont déjà l'argent, qui ont déjà les moyens de s'adapter rapidement aux nouvelles lois finalement. Alors, dans quelle mesure, puisque
derrière le mot big, big tabac, big tobacco, etc., il y a une notion de pouvoir. Dans quelle mesure, au niveau politique, pour rester sur ce sujet-là, quelle est l'influence de ces acteurs-là? Alors, je vais prononcer le terme de lobbying du tabac. Concrètement, comment il se traduit, vous qui avez eu vent un peu de la chronologie politique au Parlement, etc. Juste pour préciser, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, il y a beaucoup de gens qui pensent que le lobby, entre guillemets, de la cigarette électronique est affilié au lobby du tabac. Il ne l'est pas du tout. Il existe vraiment un lobby et il ne faut pas penser que le mot lobby est méchant ou péjoratif. Le lobbying, c'est ni plus ni moins que d'aller expliquer à des gens influents ce que c'est que la cigarette électronique. C'est uniquement ça. C'est pas des dessous de table à droite, à gauche. Il se trouve que c'est une phase avancée qui peut se passer notamment avec des lobbies qui sont en place depuis très très longtemps. Mais typiquement, ce qui s'est passé avec la directive tabac, notamment au mois de décembre, où vous aviez d'un jour à l'autre, toute la directive était complètement remaniée. C'était directement l'effet d'une influence des lobbies pharmaceutiques qui, eux, voulaient baisser le taux de nicotine pour pouvoir mieux réguler la chose. Et d'un autre côté, vous aviez les cigarettiers qui voulaient augmenter le taux pour que ça reste un produit du tabac et que ça ne rentre pas uniquement dans le champ médicinal. Au milieu de tout ça, il y a la cigarette électronique et les professionnels de la cigarette électronique. C'est justement ce curseur, on est entre les deux. On ne peut pas dire aujourd'hui on est un produit du tabac. Il est hors de question. On ne peut pas dire que nous avons des produits qui sont liés aux médicaments. Ce n'est pas le cas. La cigarette électronique, on parlait d'innovation, la cigarette électronique est un produit à part entière. Et il faut absolument arrêter d'essayer de le caser à droite ou à gauche de ce curseur. C'est un produit à part entière. Le problème, c'est que les lobbies, justement, voulant caser ça quelque part, vont drainer toute la puissance financière et toute la puissance d'influence vers l'un ou vers l'autre. Il faut qu'on arrive à se sortir de ça. Et les professionnels de la cigarette électronique sont entièrement indépendants. Pour rappel, à la FIVAP, chaque membre signe une déclaration de non-intérêt des tabatiers. Alors vous, messieurs les industriels, j'ai envie de dire, comment vous voyez, de quel œil vous voyez les rachats qu'on a pu voir récemment au niveau de ces sociétés de cigarettes électroniques? Alors je pense à Blue par exemple, qui est un des plus connus. Est-ce que vous-même vous avez été approché par des industriels pour des rachats stratégiques? Est-ce que vous êtes ouvert à ce genre de choses? Est-ce que vous regardez ça d'un mauvais œil? Comment vous vous situez par rapport à ces enjeux économiques très forts? Oui, eh bien, tout d'abord, les grandes sociétés Big Tobacco sont venues en Chine. Ils ont d'abord cherché une coopération ou un accord d'approvisionnement. Personne n'avait l'intention de nous racheter. Je pense que nous savons tous, avec l'amélioration de l'automatisation, les grandes sociétés de tabac n'ont pas besoin de fabricants chinois. Et BAT, ils ont toutes ces sociétés, ils jouent pour une décennie. Ils savent que dans une décennie à venir, la cigarette électronique fera partie de leurs revenus, de leurs ventes dans la décennie à venir. Donc personne ne va mettre des milliards sur une société en Chine dans un pays où le tabac est très régulé par le gouvernement. Personne ne le fera en Chine, en tout cas. Mais en même temps, les entreprises de Chine, China Tobacco, les filiales, sont déjà sur le marché, sont déjà impliquées dans le secteur de la fabrication. Ils sont venus voir des fabricants de cigarettes électroniques, parler éventuellement de fusion. Donc, ça se produit quand même en Chine. Il y a 5 entreprises cotées en bourse en Chine qui sont entrées sur le marché. Et en Chine, on voit qu'il y a quelque chose comme 100 milliards de yuan
c'est environ 16 milliards de dollars américains. Donc il y a une activité, un chiffre d'affaires quand même important. Et c'est ça le climat en Chine. Et voilà mon avis concernant le secteur de la fabrication et sa relation avec les grandes sociétés de tabac. Vous, Jean-Philippe Planchon, Joyetech, est-ce que la guerre des brevets, c'est quelque chose qui vous fait peur? On sait que vous êtes très attaché comment dire, à votre paternité pour certains types de modèles de cigarettes électroniques, donc je ne nommerai pas le nom ici. Mais quand on voit aujourd'hui Imperial Tobacco qui utilise via une de ses filiales le récent achat des brevets du père de la cigarette électronique industrielle, Onklink, pour partir à la chasse des acteurs de l'e-cig, notamment Enjoy en ligne de mire ou Blue, est-ce que ça vous fait peur? Comment vous vous prémunissez de ces attaques légales? Est-ce que vous avez des démarches? Et puis, déjà, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris, encore une fois, par rapport à leur comportement. Ils ne vont pas essayer d'innover, mais ils vont essayer de casser le marché. Comme disait très bien le président de Dekang, c'est qu'ils ont, d'un point de vue manufacturier, ils n'ont pas intérêt à nous acheter parce qu'en fait, ils peuvent construire une usine, ils ont les fonds pour investir, construire une usine. Par contre, ils rachètent pour casser la concurrence et puis pour acheter des brevets. On le sait bien. Donc, on a beaucoup de brevets chez Joyetech. Je pense que nos collègues également en ont. On essaie de les protéger au mieux. C'est pas évident. On a beaucoup d'avocats, mais ils en ont beaucoup plus. On a des moyens, mais ils en ont beaucoup plus. Donc, on fait avec les moyens qu'on a. Et la seule façon de s'en sortir, c'est toujours d'être plus flexible, plus innovant, et de continuer à être passionné, à croire ce qu'on fait. Parce que si on regarde trop loin, on se dit, ils sont trop gros pour nous. Mais il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder comme ça. Donc, voilà. Vous, Jackie Dekang, est-ce que vous avez peur de voir un jour un industriel du tabac construire des cigarettes électroniques et du liquide et utiliser les mêmes techniques d'amélioration de recettes? Parce qu'on sait que le tabac aujourd'hui est une recette extrêmement compliquée. On parle de flue curing, on parle de modification du pH de la plante, on parle d'ajout d'ammoniac, on parle de tout un tas de processus chimiques et scientifiques derrière. Est-ce que on peut craindre un jour que un fabricant de e-liquide assimilé à l'industrie du tabac ait de tels comportements pour arriver à optimiser un petit peu l'attractivité de son produit? Je voudrais juste répondre à votre question en répétant ce que j'ai entendu et ce que j'ai appris. Nous avons les infos, on a appris que Imperial Tobacco vient de lancer une campagne, a fait des procès à des sociétés par rapport à des brevets qui ont été achetés l'année dernière. Et l'année dernière, pas l'année dernière d'ailleurs, c'était en 2012, en mai 2012, et il y a eu un procès par rapport à 10 sociétés américaines. Pas Green Smoke, parce que la structure de Green Smoke, c'était des rechargeables surtout. Donc Enjoy, c'était du jetable, ça c'est en une seule pièce. Et pour cette raison, ils n'ont pas fait de procès à V2, à V2 mais à Enjoy et les 10 autres sociétés ont dû faire face à un procès. Et c'est ce que j'ai appris à la source. Et en second lieu, il y a une autre question intéressante. Une autre info intéressante d'autres sources. En 1963, aux États-Unis, la théorie de vaporisation était déjà brevetée en 1963. Ils avaient déjà un brevet à cette époque-là. Donc aux États-Unis, quand Yuyan a breveté, a déposé son brevet, en réalité, ce n'était pas valable. Et si c'était effectivement le cas, si c'était raisonnable, ça veut dire que le brevet de Yuyan serait automatiquement invalidé. Il y a des personnes dans l'industrie qui m'ont dit que Yuyan ne pouvait rien faire aux États-Unis en réalité. Mais pour ailleurs dans le monde, c'est encore une grande question. Et je ne sais pas vraiment à quoi ça sert de faire des procès aux gens. La cigarette électronique est quelque chose qui est vraiment bien pour la prochaine génération.
Et à quoi ça sert de faire des procès à des entreprises dans cette industrie quand tout le monde utilise ces produits? Je pense donc qu'il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que ces procès sont vraiment pas raisonnables. Dumas de Roli, FIVAP, est-ce que on parle beaucoup de Big Tobacco, alors on a l'impression d'avoir un petit peu plus de chiffres ou une vision plus ou moins claire parce qu'ils sont très visibles quand ils se mettent à bouger sur le marché. L'industrie pharmaceutique de son côté, qui est donc un marché qui paraît un peu plus stable. Or, on a appris récemment, alors un grand fabricant, donc GSK, hein, qui fabrique des substituts nicotiniques, ont vu leur vente baisser de plus en plus récemment. On a en France évalué le marché de l'e-cigarette à 100 millions d'euros il y a encore quelques mois de ça, c'est-à-dire au même niveau que celui de l'industrie pharmaceutique, enfin des substituts nicotiniques ici en France. Vous nous aviez dit hier que l'industrie de l'e-cigarette, évidemment, est en pleine croissance et qu'elle risque de dépasser ces substituts. Est-ce qu'on a des exemples concrets des dernières démarches de l'industrie pharmaceutique pour essayer de se démarquer dans ce marché-là, essayer de prendre ses parts? L'échec de la TPD au niveau pharmaceutique, les cigarettes classées comme médicaments, comme il avait été le cas le 8 octobre dernier. Est-ce que vous considérez que c'est un échec de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui? C'est pas un échec, c'est juste un obstacle supplémentaire parmi les 10 millions d'obstacles qu'il y a pour eux. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'industrie pharmaceutique peut très bien monter demain une usine de liquide, peut très bien monter une usine de matériel et peut très bien vendre ça. Une industrie pharmaceutique, c'est pas forcément que des produits avec des autorisations de mise sur le marché, comme on peut le voir, via des filiales ou en propre, ils peuvent le faire. Mon avis, c'est qu'on va se retrouver plus avec l'industrie pharmaceutique dans les prochaines années, qui vont monter leur propre laboratoire, leurs propres produits, et du coup le curseur va se déplacer et quelque part on va se retrouver avec des mannes importantes, des mannes financières qui vont arriver sur le marché par ce biais-là. Ce qu'on n'aura pas avec le tabac, et moi ça me rassure d'entendre le discours des professionnels, puisque finalement le discours c'est ça sert à rien, l'e-cigarette est là et va rester là. Après, le marché de la cigarette classique ou de la cigarette électronique, il va se réguler. Comme vous disiez tout à l'heure, on assiste à des baisses de consommation de tabac. Alors l'État essaie de réguler en augmentant les prix. On se rend vite compte, et le docteur Philippe Prel en parlera certainement lors de son intervention demain, il a fait des courbes qui sont très parlantes. Dès qu'il y a une augmentation du tabac, on voit la consommation qui descend. 6 mois plus tard, elle est montée encore plus haut. Ça descend, ça descend, ça descend. Depuis 2 ans, elle ne remonte plus. Depuis 2-3 ans, ça ne remonte plus. Par contre, comme vous disiez aussi tout à l'heure, les substituts nicotiniques, ça descend. Là, ça va commencer à poser des problèmes, et c'est là mon inquiétude sur l'industrie pharmaceutique qui pourrait et qui a les moyens de mettre le pied très facilement dans les cigarettes électroniques. D'accord, merci. Alors, je me tourne vers vous maintenant, maintenant qu'on a réussi à obtenir un peu l'histoire et le témoignage de ces grands industriels de l'e-cigarette et cet éclairage politique que Arnaud vient de nous apporter. Est-ce que vous avez, vous, des questions? De quelle manière vous percevez ce sujet-là, cette guerre industrielle qui est en train de faire rage aujourd'hui? Là, je vois monsieur au fond, si on peut lui passer un micro, merci. Oui. Xavier de MyFreeSig, on parle beaucoup d'innovation, de brevets, de propriété intellectuelle. Donc il y a des fabricants ici qui innovent beaucoup, il y a des modeurs qui innovent beaucoup. On se retrouve de plus en plus avec des revendeurs français qui vendent ouvertement des contrefaçons. Donc ma question, c'est de savoir quelle est la position de FIVAP et notamment aussi Synapse qui est sur ce salon, pour protéger justement et les fabricants et les modeurs, parce qu'il y a des adhérents de ces associations qui vendent justement des contrefaçons. Je suppose que c'est à moi qu'on pose des questions. Alors justement, nous avons discuté avec le Synapse et nous allons essayer
de partir sur un dossier justement sur ce genre de produit, sur des contrefaçons, et en discuter très clairement avec les autorités compétentes pour éviter ce qui peut se passer, par exemple avec le fameux nom Ego, et d'avoir les douanes qui appellent et qui disent que la propriété est saisie, alors que Ego c'est un modèle générique, ce qui peut embêter beaucoup de sociétés. Une petite boutique qui se retrouve avec une saisie de son stock de 10 000 €, c'est la clé sous la porte, c'est inadmissible. On veut justement travailler avec ça, et la FIVAP va travailler avec le Synapse dans ce sens. Quelles sont les sanctions qui vont être prises justement par rapport à ces vendeurs qui sont membres de ces associations? Parce que clairement on parle de Ego, mais là sur le salon il y a des vendeurs qui vendent des contrefaçons qui ne sont pas présentés. Justement, nous, il y a déjà des dossiers qui sont montés avec les douanes. Donc clairement sur certaines choses et certains produits, il y a des gros problèmes, c'est dit ouvertement. Donc quelles sont les sanctions que vous allez prendre? Parce que clairement, il n'y a pas de protection autant des gros fabricants comme Joyetech ou Kanger qui sont également contrefaits en Chine, mais également d'autres produits qui sont contrefaits. Et pour le moment, il n'y a rien qui est fait, il n'y a aucune communication officielle de la part de FIVAP et Synapse, quoi. Alors justement, comme je dis, c'est des discussions qui sont en cours. Ces sujets commencent à être à faire de plus en plus l'actualité. Nous avons créé une commission à la FIVAP qui s'occupe justement de ce dossier, et cette commission a été créée il y a 1 mois. Donc c'est en cours, des communications vont être faites très bientôt sur le sujet, et vous aurez les réponses concrètes. Après, il y a des sanctions, on n'est pas là pour sanctionner, c'est l'État qui sera là pour sanctionner s'il y a des infractions caractérisées, mais on peut fournir une ligne directrice par rapport à ça. D'accord. Une autre question? Ah, on a le docteur Konstantinos Farsalinos. Hi. Oui, bonjour. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit. Je voudrais d'abord vous dire que mes motivations, c'est vraiment que cette industrie grandisse, qu'elle se porte très très bien en tant que scientifique. C'est vraiment ce que je veux. Mais je suis déçue parce que j'ai entendu aujourd'hui, et je vous dirai pourquoi. Tout d'abord, le représentant de Joyetech. Je pense que vous ne comprenez pas la différence entre l'innovation en e-cigarette et l'innovation électronique. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Quelle est la différence entre une imprimante innovante et une cigarette innovante? Eh bien, la différence, c'est que l'utilisateur demande que l'imprimante fonctionne tout bêtement, alors que l'utilisateur d'e-cigarette veut des sensations, il veut ressentir ce qu'il obtient, il veut ressentir cette satisfaction. Et par rapport à ce que vous avez dit par rapport à l'industrie du tabac, pour moi c'est une erreur. L'industrie du tabac travaille pour satisfaire le client. Ils font des études. Quand ils mettent au point un produit, ils font des études avant que le produit arrive sur le marché. Et tout ce qu'ils testent en premier, ce sont des choses qui sont liées à la satisfaction des clients. Et ils ont des études scientifiques, ils ont des approbations éthiques, ils donnent le produit, ils posent des questions précises. C'est pas une question personnelle. Je pense que tout le monde dans l'industrie travaille comme ça. Personne ne fait ça dans la cigarette électronique. Et c'est quelque chose que l'industrie de la cigarette électronique va payer à l'avenir. Parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concurrence, mais l'industrie du tabac arrive vite. Et ça, je vais vous donner un exemple. Ils ont des fonds illimités. Mais je vous donnerai un exemple d'une étude qui coûte $20. Vous vendez un produit, un appareil qui peut être ajusté de 6 à 9 watts. Est-ce que vous pouvez me dire combien de liquide est consommé? Combien il y a de... Quelle est la différence de liquide entre 6 et 9 watts? Vous ne pouvez pas me le dire. C'est une étude simple parce que vous n'avez pas fait cette mesure simple qui coûte $20. Il suffit de prendre, pouvoir mesurer 10 mg. C'est même moins de $20. Encore, ce n'est pas une question personnelle, ça implique toute l'industrie dans son ensemble.
Pour le représentant de Dekang, vous avez dit qu'on devait éduquer les utilisateurs. Afin d'éduquer les utilisateurs, il faut avoir nous-mêmes de la connaissance. Et à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas de connaissance au niveau de la cigarette électronique. J'essaie, par le biais de mes études, de démontrer que la cigarette électronique est une très bonne chose, une très bonne alternative au tabagisme. C'est quelque chose que vous auriez dû démontrer. Nous devrions comparer et confirmer vos conclusions. Est-ce que c'est de l'éducation, par exemple, pour chaque vendeur? C'est pas même pas une question des fabricants, mais des détaillants. On dit que nos produits sont faits avec des produits approuvés pour l'alimentaire, alors qu'on utilise des extraits qui ne sont pas approuvés. Ce n'est pas de l'éducation, ça c'est de la désinformation. Donc il faut que nous-mêmes nous ayons de la connaissance. Par exemple, est-ce que vous savez avec votre liquide, et encore comme je dis, c'est pas une question personnelle, est-ce que vous connaissez la différence de niveau d'aldéhyde entre 6 et 9 watts avec un Cléromizer? Non, vous ne savez pas. Même chose pour Kangertech, qui fait des cléromiseurs. Vous avez parlé du problème de restriction de l'innovation par la directive européenne. Mais est-ce que vous savez, l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire? Nouvelles découvertes. Quelles sont les nouvelles découvertes en allant de modification de l'atomiseur? Il n'y a pas de nouvelles découvertes. Est-ce que vous savez pourquoi l'innovation va très vite maintenant? Parce qu'il n'y a pas de programmation pour développer un produit qui est satisfaisant. C'est juste une idée que quelqu'un crée, met en production, et demain une nouvelle idée viendra, et au cours du mois à venir, on aura quelque chose d'autre. Mais mettre au point un serpentin en haut et en bas, il n'y avait rien de modifié dans la technologie, c'était juste une meilleure idée. Alors le serpentin en haut a été fabriqué, il est arrivé sur le marché, personne n'a vérifié si c'était bien ou pas bien, personne n'a vérifié s'il y avait 3, 4, 5 différents types de produits pour voir ce qui était le mieux. Donc cette innovation, en fait, est une fausse innovation. Elle vient d'un défaut de programmation du produit. Et ça augmente les coûts, ça augmente le coût du fabricant. Parce que quand il doit ajuster sa ligne de production entre un serpentin haut et un serpentin bas, à long terme, ça coûte. Alors que si il prenait simplement quelques mois pour vérifier 5 ou 6 conceptions différentes et trouver la meilleure conception, alors, à long terme, ce serait efficace en termes de coût, ce serait rentable. Parce qu'il n'y aurait pas besoin de changer l'atomiseur dans les 3 mois, il n'y aurait pas besoin de trouver de nouvelles conceptions plus tard, parce qu'on pourrait déjà avoir établi une bonne conception. Malheureusement, ce sont les choses que l'industrie du tabac fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai peur, et c'est une crainte vraiment, qu'ils vont dominer de telle façon que je pense que vous n'êtes pas producteur, vous êtes détaillant, mais vous allez vendre que des produits qui sont faits par le grand tabac, le big tobacco. Vous n'allez pas disparaître, vous serez là, mais vous serez là à vendre leurs produits. Et j'ai peur que les fabricants, eux, disparaissent. Et vous savez que c'est un gros problème. Quand l'industrie de la cigarette électronique se focalise uniquement sur 2 ou 3 grandes parties prenantes, parce qu'il n'y a pas de concurrence. L'industrie du tabac, ils se concurrencent pas depuis les années 50. Ils maintiennent leurs propres bénéfices et ils travaillent ensemble en réalité pour maintenir leurs profits, leurs bénéfices. S'ils entrent sur le marché du e-cigarette avec l'argent qu'ils ont, avec la notoriété qu'ils ont, ils vont tout tuer, ils vont tout exterminer et il n'y aura plus de concurrence. Je crois que la concurrence, c'est une chose très importante dans l'industrie de la cigarette électronique d'un point de vue santé publique également. Et je pense que ça va être vraiment un gros problème si le grand tabac, les grandes entreprises du tabac gagnent. Alors bien sûr, ils vont apporter de la connaissance sur le marché. Ils vont pouvoir éduquer, eux, pas vous, pas nous. Parce que moi aussi, je travaille dans la cigarette électronique, je n'ai pas les ressources. Je n'ai pas les ressources de faire les études que je voudrais faire. Mais nous ne pouvons pas éduquer des personnes à l'heure actuelle. Mais le big tobacco va les éduquer, malheureusement. Donc, si c'est seulement le
big tobacco qui reste sur le marché, ça va être un problème. C'est quelque chose qu'on ne verra pas aujourd'hui ou dans l'année à venir ou dans les 2 ans à venir. Mais d'ici 10 ans, je peux vous dire que ça va être un problème énorme. Et je pense que la mentalité de l'industrie de la cigarette électronique doit évoluer. C'est une question de mentalité. Il faut le comprendre. Il faut comprendre, il faut réfléchir à plus long terme. Je suis certain que vous n'aimez pas ce que je dis et que vous ne me croyez pas ce que je dis parce que vous vous portez bien, vous êtes en croissance aujourd'hui. La même chose s'est produit en Grèce il y a 5 ans. Personne ne parlait de crise économique, mais on savait que l'économie c'était de la merde, passez-moi l'expression, mais parce qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent. Mais tous ces gens qui parlaient à l'époque, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ces gens-là disaient la vérité il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, personne ne les a écoutés, les gens qui en ont parlé. J'ai peur que personne ne m'écoute aujourd'hui, mais vous allez payer. Pas seulement vous. Nous sommes des scientifiques, donc, mais nous inquiétons de la santé publique. Et je pense que la santé publique va payer le prix si c'est le big tobacco, le grand tabac, qui gagne. Donc je suggère que vous essayiez de modifier votre mentalité, d'évoluer, de changer la façon dont vous approchez, vous démarchez l'industrie. Je ne sais pas, je ne dis pas que votre produit n'est pas bon, je ne dis pas que vous ne faites pas un bon travail, mais essayez de changer votre façon de voir le produit. Couper pour laisser un petit peu la parole. Merci en tout cas pour cette longue question. Je pense que j'espère que tout le monde a pu entendre la traduction. D'accord. Thank you, Dr. Farsalinos. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces contributions parce que c'est vrai que bon, ça c'était très enrichissant. Juste une chose que je voulais dire, néanmoins, ok. Une dernière chose, le sujet qu'il a évoqué est très révélateur. Je vais poser une question ouverte. Est-ce que justement ce qui se passe avec la TPD à l'heure actuelle ne va pas nous forcer à innover? Des réactions? Quelqu'un voudrait participer à la discussion dans la salle? Donc il y a eu beaucoup de sujets. Donc tout d'abord, on est d'accord sur beaucoup de choses. Donc là-dessus, je vous remercie pour votre intervention. On est d'accord sur beaucoup de choses. Après, on ne dit pas que l'industrie du tabac ne fait pas attention à ses clients, bien au contraire. Mais ils ont un regard, un angle qui est bien différent du nôtre aujourd'hui. Après, pour l'innovation, vous avez raison. Faire tous les mois un nouveau produit, ça ne s'appelle pas l'innovation, c'est une progression, une adaptation. Mais dire que la cigarette électronique, il n'y a pas d'innovation, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a plusieurs millions de vapoteurs en France. Il y a bien une innovation. Un produit qui n'existait pas quelques années auparavant, il existe aujourd'hui, il est fort. Donc c'est vrai sur les micro-progressions et adaptations, mais en général, nous avons apporté une innovation forte. D'accord, merci. Une dernière question dans la salle, si quelqu'un veut prendre le micro. À droite, monsieur, oui. Oui, bonjour, Serge Brismet de Belgique. En fait, j'ai une petite. On parle d'innovation, d'invention, etc. Et lier ça à un aspect santé publique est extrêmement important. Et je rejoins le docteur par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, marché français, on voit c'est les e-liquides partout. Mais quand on voit le marché, par exemple, Ducan, qui est un des plus grands fabricants de e-liquides au monde avec Hangsen, est-ce qu'ils vont aussi fabriquer des e-solides, comme on peut voir aux États-Unis, qui sont des pâtes et non plus des liquides? Est-ce qu'ils vont aussi aller dans cette innovation ou se demander est-ce que des e-solides seraient meilleurs pour la santé que des e-liquides? Jackie, vous voulez répondre à la question? Oui, je voudrais répondre ainsi, c'est-à-dire que, en fait, par rapport à Seattle, il y a une société, n'est-ce pas, qui s'occupe de cela et qui gère la recherche sur le tabac et tout et tout. Et le propriétaire de Enjoy, l'une des principales, comment dirais-je, le chef, quoi, il était là. Et quand des personnes lui demandaient ou lui posaient cette question, celle que vous venez de me poser, eh bien, il disait que il les a évités. Parce qu'en fait, on ne peut pas mentionner, comment dire,
les questions de santé de cette façon-là, n'est-ce pas, d'avoir des liquides qui soient meilleurs pour la santé. On ne peut pas le dire. On peut juste dire qu'on peut garantir que ça va être moins nuisible, moins nocif. Ça, oui. Et donc, voilà. Il faut voir quels sont les produits dérivés. Et on ne peut pas parler de, je répète, meilleur pour la santé, mais on peut dire que c'est meilleur pour la santé, mais pas quel est l'aspect, disons, comme vous le disiez, plus lié aux médicaments. Ok. Voilà, monsieur, avec la chemise bleue. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais saisir l'opportunité d'avoir ces grands fabricants et producteurs de e-liquide avec nous pour aller un petit peu dans la suite des conférences précédentes et des interventions, notamment de celle du docteur Farsalinos, et leur demander directement, bon, on est des professionnels ici, donc on vous connaît déjà. Je suis un tout petit peu déçu par le fait que vous ayez pris du temps pour présenter votre compagnie individuellement, alors que, étant des professionnels, on vous connaît déjà un petit peu. J'aurais préféré que vous ayez 2-3 slides à montrer sur justement l'innovation, ce que vous avez dans le pipe, ce que vous prévoyez de sortir, les produits qui nous seront proposés dans les semaines, les mois à venir. Bon, c'est un petit peu dommage, tant pis. Maintenant, je voudrais saisir l'occasion de vous poser la question, clairement, de nous dire comment vous comptez, dans le futur proche ou moins proche, nous supporter, nous, professionnels, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement, avec tous les changements, avec toutes les adaptations que nous devrons faire, avec toutes les responsabilités que nous portons individuellement si nous sommes importateurs, avec toutes les questions auxquelles nous devrons répondre face à différentes institutions. Quels sont vos plans, à vous, à ce sujet ? Peut-être Madame Linda Wang veut répondre à cette question. Quelle est la rapidité à quelle rapidité vous arrivez à développer un nouveau produit? Comment quelle écoute vous portez à vos propres revendeurs? Un Clearomaser Kangertech, combien de temps ça prend à concevoir? Et quelle est votre souplesse par rapport à cette rapidité d'innovation?我们的新产品一般在2个月左右会出现一个新的 ID。Tous les 2 mois, nous sortons un nouveau Clearomiser. Tous les 2 mois, d'accord. Jackie, une réaction sur cette question? Oui, en fait, précisément, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, dans les 2-3 prochaines années, on va dire. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau chinois. Eh bien, la production, les sociétés de production s'occupent de cela. Donc, au départ, c'est vrai qu'on avait une production surtout sur le marché chinois, donc le marché interne et domestique. Et puis, après, il y a une ouverture, ça c'est évident. Donc, ensuite, on fournira, bien évidemment, dans le monde entier, on continuera à le faire au niveau des producteurs de cigarettes électroniques. Et bon, le pourcentage sera inférieur à celui qui est aujourd'hui parce que beaucoup de production sera faite au-delà de nos frontières. Et donc je prévois cela en fait. Mais c'est pas qu'on va arrêter de produire pour le marché international, mais c'est qu'on va fournir des pièces détachées ou certaines parties, comme par exemple des batteries ou d'autres éléments, des chargeurs, des adaptateurs. Voilà. Donc ça, oui, on va continuer sur ce filon-là et je le prévois. Maintenant, pour ce qui est du développement, c'est vrai que dans nos sociétés, on va tout de même, comment dirais-je, répondre aux besoins des clients, des consommateurs, que ce soit aux États-Unis et en Europe, parce qu'on le fait déjà et on voit déjà un petit peu ce qui se passe, parce qu'on veut que dans les futurs, dans le futur, les gens puissent être à même d'acheter ce type de produits. Et puis aussi, il faut être en conformité avec le FDA et aussi les organismes européens. Donc voilà ma réponse.
maintenant, puisque le temps presse. On en a une autre qui arrive derrière. On va aborder tout à l'heure, d'ici 1 heure, la question écologique de la cigarette électronique au niveau des batteries, des flacons. Quelles sont les obligations auxquelles vont devoir faire face les fabricants et les revendeurs de cigarettes électroniques. Donc je vous retrouve ici d'ici 1 heure. Merci à toutes et à tous de votre attention.